Bonjour et bienvenue dans cet entretien à l'APS. Nous recevons aujourd'hui le président directeur général par intérim du groupe Sonatrach, M. Saïd Sahnoun. Nous allons aborder dans cet entretien plusieurs points de l'actualité énergétique nationale et internationale, à commencer par l'exploration du gaz de schiste, le plan de développement de Sonatrach sur la période 2015-2019 et les perspectives de déploiement du groupe pétrolier sur les marchés internationaux. Je serai accompagné dans cet entretien par mademoiselle Rabia Nassera. Bonjour, monsieur le PDG. Bonjour. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour, on aimerait madame. bien entamer notre entretien avec un sujet d'actualité qui est le schiste. On a entendu différentes explications émanant de Sonatrach, émanant d'experts, mais ça reste toujours des précisions de spécialistes. On aimerait bien avoir plutôt, est-ce que vous pouvez nous vulgariser, si c'est possible, ce que c'est qu'un forage schiste, est-ce que c'est qu'une fracturation hydraulique qui Qui est nécessaire. est nécessaire? Merci madame, merci surtout de me donner l'occasion de m'exprimer sur un sujet d'actualité. Et je comprends aussi que notre entretien, l'entretien que j'ai le plaisir de mener avec vous, arrive à point nommé. Beaucoup de choses ont été dites effectivement au sujet des gaz de schiste. Mais comme j'ai eu l'occasion de le préciser de par le passé, cette activité gaz de schiste souffre de beaucoup d'idées reçues. Les gens en parlent, mais la réalité c'est quoi? À commencer par la définition du gaz de schiste. Le gaz de schiste est identique au gaz conventionnel, sauf qu'il se trouve dans des formations qui ne sont pas classiques. D'une manière générale, je vais essayer d'aller... Est-ce que vous pouvez simplifier un peu plus? D'essayer de simplifier. Il y a un processus de formation des hydrocarbures. Ça consiste en quoi? C'est des micro-organismes qui se déposent dans un environnement. Des sédiments se déposent au-dessus. Sous l'effet de la pression et de la température que ces couches qui se déposent au-dessus de ces micro-organismes produisent, il y a une transformation de ces micro-organismes qui sont en fait à l'origine des végétaux. Ils se transforment en hydrocarbures, donc c'est une chaîne carbone-hydrogène essentiellement. Ils sont expulsés par cette roche, et l'environnement où ce dépôt se fait, c'est ce que nous appelons une roche-mère. Cette roche-mère, sous l'effet de ces contraintes, expulse les hydrocarbures. Elle migre jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit qui leur convient. Donc, l'endroit qui leur convient, c'est des formations qui sont poreuses, des formations qui sont perméables. Et une fois qu'ils rentrent dans cet environnement, ils se font piéger. Et c'est une fois qu'ils sont piégés dans ces formations qu'on vient les faire produire par les méthodes classiques. Mais ils se trouvent piégés dans un environnement qui est perméable, qui est poreux, et qui permet de les faire produire sans trop de frais et sans trop d'investissement. Et une bonne partie de ces hydrocarbures qui s'étaient déposés dans la roche-mère n'ont pas eu la possibilité de migrer. Donc c'est cela des gaz de schiste. Ils restent emprisonnés dans la roche-mère. Ils restent emprisonnés. C'est cela le gaz de schiste, c'est cela l'huile de schiste par moment. Le gaz peut être du gaz sec comme ça peut être du gaz humide. Donc c'est un résidu d'un processus géologique qui n'a pas connu un aboutissement total. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? Que le gaz est le même, il est identique, sauf qu'il se dépose dans des endroits différents. Mais le gaz est le même. L'huile est la même. Maintenant, le forage, la fracturation, vous savez, quand vous faites produire un puits en général, vous le forez, vous le faites produire par un différentiel de pression que vous exercez sur ce puits. Cette différentiel de pression, parfois, est suffisante pour vous faire produire des quantités appréciables sans avoir à aller fracturer ou par moments stimuler la formation. Parce que la roche est de bonne qualité. La roche-mère, où se trouvent entreposés ces gaz de schiste ou ces huiles de schiste, sont dans un environnement qui ne connaît pratiquement pas de perméabilité. C'est comme du marbre. Elles sont imperméables. Elles sont imperméables. Elles nécessitent la fracturation Alors, hydraulique. pour les faire produire, vous avez besoin d'établir une surface de contact
entre la couche et la surface qui soit le plus grand possible. Enfin, la plus grande possible, pardon. Pour cela, vous forez verticalement. Vous n'avez jamais cette surface. Vous avez besoin donc de forer horizontalement. Ce sont donc des drains de 1 km, enfin 1000 mètres, 1200 mètres en général. Donc vous avez, à travers un drain horizontal de cette consistance, vous avez une surface de contact qui est appréciable. Cela ne suffit pas. Il faudrait ensuite aller faire sortir, chercher plutôt ce gaz à l'intérieur de la roche et essayer de le faire migrer vers ce drain. C'est ce qu'on appelle la fracturation. Donc c'est quoi? C'est en fait, les gens s'inquiètent de la fracturation. La fracturation, on a besoin de quoi? On a besoin d'un liquide au début pour commencer à initier la fracturation. Maintenant, la fracturation peut être initiée, ouverte, mais dès que vous relâchez votre pression, à travers les unités de pompage, sous l'effet de la pression géostatique, votre fissure, la fissure que vous aurez initiée, va se refermer. Donc on a besoin de quoi? Une fois qu'on a ouvert cette fissure, on a besoin de la maintenir ouverte. Et on la maintient ouverte par l'injection de ce qu'on appelle les agents de soutènement, ou plus communément dans le langage de l'industrie pétrolière, des propans. Donc, ces propans, nous les mélangeons à de l'eau en surface. Cette eau peut être de l'eau libre, elle peut être d'une eau gélifiée parce qu'elle a un pouvoir porteur plus élevé, qui puisse nous permettre de véhiculer ces agents de soutènement de la surface jusqu'à l'intérieur de la fissure. Pour qu'une fois qu'on relâche la pression, la fissure reste ouverte. Maintenant, la fissure, il faut comprendre ce que c'est. La fissure, c'est une question de millimètres. Ce que nous ouvrons, ce que nous induisons comme fissure dans la formation, c'est une question de millimètres. Par contre, son extension est un élément que nous pouvons gérer. Elle peut se traduire une propagation sur des dizaines de mètres par moment. Et le plus on va loin, le mieux le puits produira. Mais ces techniques de fracturation hydraulique, le forage horizontal, nous l'avons appliqué souvent sur des formations qui ne sont pas épaisses. Vous avez parfois des réservoirs qui font 10, 8, 10 mètres. Ce n'est pas suffisant pour les faire produire, parce que la surface de contact avec la surface est très limitée. Nous faisons des drains horizontaux. C'est un petit peu l'application du forage horizontal sur Hassermel en 92. Hassermel, la partie huile, je ne parle pas de Hassermel gaz. Hassermel, le gisement de Hassermel est accompagné également d'un anneau d'huile. Cet anneau d'huile fait des épaisseurs qui font entre 8 et 10 mètres. Donc on a commencé à les faire produire de manière verticale, ça donne des débits limités. Et on s'était rendu compte que l'application du forage horizontal est une application qui était très très opportune. Et on l'a appliquée. Donc nous l'appliquons sur du conventionnel. Les fracturations, sur Hassim Saoud, qui est un gisement très compact, il y a de la porosité, vous avez des perméabilités qui sont très très limitées. Les puits ne produiraient pas ce que vous attendez d'eux. Donc, pendant les années 2006 jusqu'à 2010, on a pratiqué de la fracturation hydraulique sur le gisement de Hassim Saoud à un rythme de 50 puits par an. Donc c'est un procédé qui a été utilisé par le passé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Qui est bien maîtrisé par Sonatrach. Qui est maîtrisé par Sonatrach. Mieux encore, je dirais, qui est maîtrisé de par le monde. Donc c'est quelque chose, mais c'est des techniques qui évoluent continuellement. Maintenant, ce qui a fait le succès de ce gaz de schiste aux États-Unis, donc c'est importer deux technologies qui étaient mises à la disposition des ressources conventionnelles, qui sont la fracturation hydraulique et qui sont le forage horizontal. On les a importées et on les a utilisées de manière systématique dans ces forages. Ceci n'a pas été suffisant. Ce qui a fait le succès et la réussite de ces gaz de schiste, c'était la maîtrise de la chaîne logistique. Depuis 1947 à aujourd'hui, l'industrie pétrolière a réalisé 2,5 millions de fracturations hydrauliques. 1 million rien qu'aux États-Unis, je pense. Plus d'1 million aux États-Unis. Donc ce ne sont pas des choses nouvelles. Maintenant, l'appréhension des gens par rapport à cette activité est souvent légitime. C'est quelque chose de nouveau, c'est une technologie, enfin technologie, c'est un mode de développement nouveau qui est proposé. Les gens manifestent de la résistance ou de l'appréhension par rapport à tout ce qui est nouveau.
Mais tout réside dans le fait de respecter les conditions et les précautions d'usage. Très bien. Justement, quel genre de précautions que prennent Sonatrach dans ce cadre-là, dans la fracturation hydraulique? Donc, les précautions, elles se situent à une multitude de niveaux. La première, c'est qu'un forage, quelle que soit sa nature, conventionnel ou non conventionnel, Sonatrach réalise une étude d'impact sur l'environnement avant de forer le puits. Maintenant, ce puits, on a fait cette étude, a été faite et a révélé qu'il n'y avait pas de risque particulier. Sur le forage lui-même, on a utilisé, lorsqu'on avait fait les formations, une boue à base d'huile. Et une boue à base d'huile fait appel à des techniques de gestion des rejets, donc les cuttings et tout ce qui remonte, qui ne sont pas simples. Donc il y a un traitement que nous faisons qui est online. Donc au fur et à mesure que la boue de forage remonte en surface, accompagnée des cuttings, donc qui sont un petit peu la formation qui est broyée qui remonte en surface, elle est traitée en temps réel, débarrassée de l'huile, et ce qui va vers le bourbier est quelque chose qui répond aux normes de l'industrie. Maintenant, le bourbier, Sonatrach le creuse, s'assure de son imperméabilisation. Même si la boue a été traitée, ce qui va vers le bourbier est réalisé selon des normes. Donc, on creuse un bourbier, on met une bâche, c'est du... Pour qu'il y ait une bonne étanchéité, c'est ça? La bonne étanchéité, et s'assurer que toutes les pertes qui peuvent s'opérer ne s'opèrent que par évaporation. Rien ne rentre dans le sous-sol. Donc ça, c'est au niveau du bourbier. Donc toutes les précautions sont prises. Des résidus, parfois, vous avez besoin de les traiter en plus. Donc il y a deux procédés. Il y a le procédé qui est celui qui consiste à prendre ces éléments qui sont de cutting qui remontent en surface. Vous pouvez les rendre inertes en les mélangeant au ciment, vous les solidifiez et vous en disposez. Il y a un autre procédé qui est plus élaboré, c'est la désorption thermique. Donc vous prenez ces bouts de forage, c'est comme du raffinage en fait, et vous débarrassez tous les cuttings de l'huile. Et les gens commercialisent cette huile une fois qu'elle est récupérée. Ce procédé coûte 2 fois plus cher et Sonatrach accepte de faire ce procédé qui coûte 2 fois plus cher, même si le procédé initial qui est l'inertage et la solidification est accepté et répond aux normes, mais on a préféré augmenter et opter, nos normes de sécurité, opter vers des normes qui sont beaucoup plus exigeantes. Donc c'est ce qui s'est fait au niveau du forage. Maintenant, vous allez à la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique, vous savez que pour réussir une fracturation hydraulique, souvent vous avez besoin de mélanger à l'eau qui est la solution qui va porter les agents de soutènement, certains additifs. Ces additifs, parfois, vous savez, pour qu'une solution puisse porter un élément liquide, il faut que vous la gélifiez, que vous en augmentiez un petit peu la viscosité, la rendre plus visqueuse. Donc c'est des gélifiants, mais les gélifiants, ce sont des choses qu'on utilise dans l'industrie alimentaire par moment. Vous avez parfois besoin de préparer la solution en préparant des acides, des stabilisateurs de solutions parfois, des inhibiteurs de corrosion. Mais tout cela, on les utilise sur des opérations classiques de fracturation hydraulique ou parfois d'acidification de puits. Il n'y a pas 1000 produits, ce sont 6 ou 7 familles de produits qu'il faut doser savamment. On mesure l'impact. Les produits ne sont pas utilisés s'ils n'ont pas une fiche technique. Une fiche technique suppose une autorisation d'importation. Ce sont des laboratoires algériens qui se prononcent sur la qualité de ces additifs et ils ne sont admis que sur ces fiches techniques. Donc, maintenant, mélangez, injectez dans le puits. Vous avez, à l'issue de cette opération de fracturation hydraulique, besoin d'évacuer cette eau que vous avez injectée pour que le puits puisse produire. Maintenant, le rejet des eaux, là aussi, ce n'était pas un rejet qui a été fait à l'atmosphère. Donc il y avait des fosses que nous avons creusées, imperméabilisées. L'eau se dépose là-bas, une bonne partie de l'eau s'évapore et on conduit des tests
de la qualité de l'eau de rejet. Et les tests qui ont été faits sur le premier sondage qui a été fait depuis HT1, H1 sont parfaitement conformes aux normes et à la réglementation algérienne. Donc, tout cela a été fait. Maintenant, l'appréhension des citoyens par rapport à la protection des aquifères, on a foré 10 000 puits en Algérie. Chaque fois qu'on a foré un puits, on a traversé l'aquifère. Parce que les aquifères ont été endommagés. Maintenant, il y a des précautions à prendre. Parce que vous forez un aquifère, vous descendez un tubage, vous le cimentez, vous descendez plus bas. Donc, c'est des ouvrages qui sont concentrés. Donc, c'est d'autres tubages que vous mettez au fur et à mesure que vous forez. Parce que vous ne pouvez pas forer un puits en une seule phase. Vous le forez par séquence. Et chaque fois que vous descendez un tube, vous le cimentez dans l'extérieur. Pour éviter à ce que les formations que vous traversez ne finissent plus tard par être en contact les unes par rapport aux autres. Justement, j'abonde sur la question du rejet des eaux. Est-ce que toutes les quantités d'eau injectées dans un forage, quand on effectue une fracturation hydraulique, on peut les récupérer? C'est la formation, c'est le puits qui les rejette. C'est naturellement, ils sont rejetés naturellement. Est-ce qu'il n'y a pas des quantités qui restent? Non, bon, elles restent, ça prend un mois peut-être pour qu'elles soient toutes rejetées. Mais un puits ne vous produit du gaz que si c'est débarrassé de l'eau. Mais la question de rejet est une question importante. Je vous remercie de la poser. Aujourd'hui, nous, on n'a pas des moyens aujourd'hui. Aujourd'hui, au stade actuel de la technologie, enfin de nos opérations, nous n'avons pas encore mis des moyens complémentaires. Aux États-Unis, ces eaux qui sont rejetées sont récupérées, sont traitées, ensuite recyclées pour d'autres opérations. Nous, aujourd'hui, on l'a récupéré pour être certain que l'environnement est protégé, que ça ne va pas n'importe où. Mais elles ne sont pas recyclées. Elles ne sont pas recyclées, elles s'évaporent. C'est un simple principe d'évaporation. Ça ne pose pas Ça ne présente aucun problème parce que nous avons fait des analyses continuellement sur la qualité de cette eau et sur ce qu'elle contient. Parce que le traitement de cette eau, c'est quoi? C'est de la débarrasser de substances solides qui peuvent nuire à sa réutilisation et vous la réutilisez. Très bien. Et quel est le montant d'investissement prévisionnel pour l'exploration et l'exploitation des ressources non conventionnelles? Il est difficile d'y répondre. Pourquoi? Vous avez annoncé un chiffre faramineux, 80 milliards de dollars. C'était un chiffre qui a été repris de manière tendancieuse. Oui. Je n'avais jamais dit que Sonatrach allait investir 70 milliards de dollars pour faire des gaz de schiste. J'ai dit que si on considérait un cas de développement pour produire 20 milliards de mètres cubes par an, parce qu'on aurait besoin de forer 200 puits au début, après 200 puits qu'il faudrait forer et fracturer par an, par rapport aux coûts que nous avons imaginés, qui ne sont pas vérifiés, voilà ce que coûterait le développement de cette activité, qui a été repris malheureusement de manière toujours une tendancieuse. estimation. Oui. C'est une estimation par rapport à un cas de figure. Aujourd'hui, vous voulez produire 20, vous voulez produire 30, 40, 50 milliards de mètres cubes par an, parce que le potentiel peut être produit. C'est aujourd'hui l'objectif de la phase pilote que nous sommes en train de mener. Je vous ai dit qu'on est en train de travailler sur la faisabilité technique et économique de cette solution. Nous sommes en train d'affirmer ces résultats, nous sommes en train de travailler, mais même le pilote ne sera pas suffisant lui-même. Le lancement de l'exploration du gaz de schiste à Ain Salah a été accompagné par une large contestation dans cette ville. C'est-à-dire les contestataires critiquent le fait que le gisement d'Ahnet est très proche de la ville, à une trentaine de kilomètres. Or que Sonatrach et le ministère de l'Énergie affirment qu'il est distant d'une centaine ou plusieurs centaines de kilomètres. Quel est votre commentaire sur ce point? On n'a jamais dit, dans le secteur, que l'implantation du sondage de schiste était à des centaines ou à 100 km de la ville de Ain Salah. Moi, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on a implanté à 30 km de Ain Salah. Ça procède d'une démarche citoyenne. Ça procède d'une démarche citoyenne. Nous avons décidé d'implanter ces puits non loin de la ville de Ain Salah, parce que la ville de Ain Salah connaît des difficultés d'alimentation en électricité pendant la période d'été. C'est assez récurrent, même si on est en train de travailler pour sécuriser l'alimentation en électricité de la ville de Ain Salah. C'est des puits qui vont produire pendant une année. Et on s'était dit que si on allait à 100 ou 200 km de Ain Salah, ce gaz, il faudrait le torcher à l'atmosphère, ce qui ne serait pas raisonnable. Donc on s'est implanté à proximité de Ain Salah, 30 km de Ain Salah,
On s'était dit qu'on allait avoir 2 puits qui vont produire. Ils vont produire peut-être des quantités qui permettraient à Ain Salah d'être sécurisés en alimentation électrique pendant une année. Et l'idée aujourd'hui, c'est de forer ces 2 puits, de les faire produire et tirer une ligne du site des opérations vers la centrale électrique d'Ain Salah. Donc ça procède, vous voyez un petit peu, ce qui est à caractère démarche citoyenne a été perverti comme intention et on lui a accordé une image négative. Mais l'idée était d'alimenter la ville de Ain Salah et agir en tant que société citoyenne réelle. Mais voilà, malheureusement, cet aspect, peut-être qu'on n'a pas suffisamment communiqué, peut-être que ce sont des informations qui n'ont pas été portées à la connaissance de nos concitoyens. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire en matière de communication, monsieur, et de sensibilisation, monsieur Sahnoun? Je pense qu'il faut à la décharge de Sonatrach, si Sonatrach avait, ou si le secteur avait comme idée que ce que nous faisons était nuisible, nocif, ou devait faire l'objet de quelque chose qu'il fallait dissimuler, nous n'avons jamais été annoncé les travaux. Nous avons communiqué, peut-être de manière insuffisante, mais encore peut-être de la manière qui n'était pas la plus adéquate et la plus indiquée. Peut-être que le langage et la communication que nous avons mis en place n'était pas accessible au commun de nos concitoyens et concitoyennes. Il fallait simplifier et vulgariser. Je pense qu'il y a un effort de vulgarisation et d'adaptation du message pour qu'il puisse être accessible et compris par tous. Mais je refuse qu'on nous prête l'intention que nous faisons ou que nous ferons quoi que ce soit qui puisse être préjudiciable aux citoyens et aux citoyennes et à l'environnement. Ça, on ne se le permettra jamais. Et ce ne sont pas des aspects commerciaux et économiques qui vont faire en sorte pour que nous écartions de ce principe. C'est un principe qui est sacré, qui est parfaitement et pleinement ancré dans les valeurs de Sonatrach. Monsieur Sahnoun, nous assistons actuellement à une conjoncture pétrolière très baissière. Les cours du pétrole ont perdu plus de 60% dans le pétrole algérien. Dans ce contexte, est-ce que Sonatrach compte peut-être surseoir à certains projets si cette tendance baissière va perdurer dans le temps? Ce que nous avons convenu de faire, c'est que les projets que nous avons inscrits dans notre PMT sont tous des projets à haute valeur ajoutée, hautement créateurs de valeur. Il y a une conjoncture de prix, on ne sait pas combien elle va durer. Mais il y a aussi une entreprise, vous savez, c'est un environnement. Les gens ont appris à travailler au rythme actuel. Vous allez réduire vos investissements. Des gens vont se retrouver désœuvrés. Et le moment venu, quand vous voulez les remettre au travail et les mettre à contribution par rapport au plan que nous avons arrêté, vous risquez d'avoir de la difficulté à les remobiliser et à exploiter cette ressource humaine de manière efficiente. Oui, il y a cet aspect-là. Mais je pense que ce que nous avons retenu dans notre PMT, ce sont des projets hautement créateurs de valeur et il n'y a aucune raison de lever de pied ou de changer des investissements. Il va falloir qu'on soit créatif, il va falloir qu'on soit efficace, même s'il faudrait à terme recourir et aller sur le marché du crédit. Même si la trésorerie de Sonatrach se trouverait en difficulté, nous restons un groupe crédible et nous remonterons la pente comme on a fait de par le passé. Mais quitte à aller sur le marché du crédit, nous ne modifierons pas notre... On n'a rien fait, on n'a pas retenu de projet qui soit à caractère cosmétique ou qui relève du superflu. Et pour les méga projets du vapocraquage d'éthane, ce qui est toujours maintenu? Nous allons le faire autrement. Nous allons le faire autrement. Donc c'est le projet, le CP, enfin on l'appellera bientôt CP3K. C'est un petit peu le méga projet que nous allons décider de réaliser à Skikda. Nous sommes en discussion assez avancée avec un technologue. Et donc on a convenu de réaliser un craqueur qui soit du type mixte. Donc il fera aussi bien le craquage d'éthane que le craquage de liquide. Donc du naphtha principalement. Donc c'est un projet que nous avons repris et intégré dans un projet beaucoup plus conséquent. C'est un méga projet au sens réel du terme.
avec la possibilité de création d'emplois permanents, de 2500 emplois permanents. Et en phase de construction, nous sommes bien en-dessus des 25 000 emplois. Donc ça, c'est un projet prioritaire et Sonatrach a mis tout, essaiera de peser tout son poids pour que sa conclusion puisse intervenir dans les plus brefs délais. Donc il y a cet aspect de diversification. On va aussi diversifier nos marchés. Parce que vous savez que le marché européen pour le gaz principalement est un marché qui connaît d'énormes difficultés. C'est un petit peu l'entrée du charbon qui ne trouve plus sa place aux États-Unis qui est en train de chasser le gaz en Europe. Il y a aussi toutes les subventions qui ont été accordées aux non renouvelables, jusqu'à quand encore, on ne sait pas, mais qui ont fait que le recours au gaz a été limité. Donc nous allons aussi diversifier nos marchés. On ira sur les marchés qui nous donneront la meilleure valeur par rapport à nos projets. Vous arrivez quand même à placer des quantités de gaz sur les marchés asiatiques, non? Absolument. Sur les marchés spot. Absolument. C'est florissant, c'est rentable. C'est intéressant, c'est très intéressant. Monsieur le Président, on aimerait bien avoir un point de situation sur l'investissement de Sonatrach à l'international, au Pérou, Camissé, en Égypte, au Niger, Tunisie. Au Pérou, c'est une expérience réussie. Vous savez qu'au Pérou, on a deux participations, une sur le segment transport et une autre sur le segment amont. Des participations de 10 et de 18%. Aujourd'hui, c'est un projet où on s'est fait rembourser tous nos investissements et qui est en train de générer des revenus en devises. C'est un projet qui... Quelle est votre part de production au Camissé, Pérou? C'est du condensat et du gaz sec. Mais plus ou moins, on a des recettes qui restent relativement appréciables en termes de recettes. Donc on n'est pas opérateur, pour que ce soit clair, on n'est pas opérateur. On est investisseur et on participe à travers une équipe qui nous donne l'assurance que tous les partages de production, tout ce qui est finance, fiscalité, convenablement pris en charge et que les intérêts de Sonatrach ne sont pas lésés. Sur d'autres pays, nous n'en sommes pas là encore. Mais le Pérou est une opération qui a été réussie, Camisia est une opération qui a été réussie. Aujourd'hui, on est en train de travailler au niveau régional. En Mauritanie, donc nous avons deux blocs. Un en effort propre, 100% Sonatrach. On est en train de réaliser en ce moment une campagne de sismique. Nous sommes sur le point de la terminer. Et un deuxième projet où on est en partenariat avec Total et Qatar Petroleum. Également, on est en train de faire des études. Les résultats n'ont pas été encore confirmés, mais on est en train de faire des études sur ce gisement. Donc voilà un petit peu, on est encore en exploration. Et les discussions sur les deux accords avec les Mozambicains pour l'exploitation Alors, avec gaz. les Mozambicains, donc, vous savez qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé. Au début, on a voulu prendre des participations sur des découvertes qui ont été avérées. Les discussions n'ont pas avancé de la manière la plus souhaitée, d'autant plus que les mises à prix étaient rédhibitoires. Mais on ne s'est pas découragé pour autant. Donc on a nos équipes d'exploration et du développement international qui ont participé au data room. Donc on a participé au data room que le gouvernement mozambicain a lancé à Londres. Nous sommes en train on a eu les données, nous sommes en train de les analyser et on est en train de voir. On a jusqu'au mois d'avril pour faire des offres. Et nous sommes présents il y a 4 ou 5 blocs qui nous intéressent. On a les données, on est en train de travailler. Aujourd'hui, on est en train d'exploiter les données. Nous sommes également intéressés par ce que d'autres marchés sur l'Afrique de l'Est, qui a été un marché extrêmement, avec les découvertes sur le bloc 4 et 5 sur le Mozambique, avec Eni et Anadarko, c'est une découverte qui est l'équivalent de Hasserme. Et ça a changé complètement la compréhension que les gens se faisaient de cette partie du monde. Ce qui n'est pas resté en marge aussi, c'est la Tanzanie. Il y a eu quand même une découverte faite par Statoil qui est de confirmer pratiquement 30 TCF, c'est à peu près 900 milliards de mètres cubes de gaz facile à produire. Monsieur Sahnoun, le groupe Sonatrach n'est pas seulement un groupe pétrolier. Vous faites dans la diversification des activités, comme le secteur des mines. Vous êtes lancé dans une joint venture pour l'exploitation de la mine de Garage Bilat. Où en est le projet, Monsieur Sahnoun? Donc Sonatrach n'est pas sur ce projet, donc il y a un consortium. Les projets, on est en train de travailler. Il y a tout un préalable, donc l'identification des sources d'eau, l'identification des sources d'énergie.
parce que c'est une activité qui va être extrêmement énergétivore. On est en train de confirmer tous ces aspects-là par rapport à ce projet. Très bien, donc c'est à l'étude. C'est à l'étude, c'est un projet qui connaît une évolution Qui a normale. été relancé. Ouais. Il doit être relancé. Voilà. On vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion surtout de préciser et de reformuler un certain nombre de concepts par rapport à un sujet sensible qui est le sujet de l'heure, des gaz de schiste notamment. Je vous remercie.